relations internationales à l'université de Tel Aviv. Emmanuel, on le voit, l'Égypte, qui joue un rôle de médiateur aujourd'hui, accuse Israël de génocide, après avoir été accusé par le Hamas d'inaction. Est-ce que Israël est réellement dans une position délicate face à l'Égypte, plus qu'elle ne l'était avant, ou est-ce que c'est plutôt une passe d'armes entre le Hamas et le Caire? Quand on dit l'Égypte, d'abord, il faut dire Al-Sisi. C'est le dictateur de l'Égypte, c'est lui qui décide de tout en politique étrangère. Alors, il vient se joindre à l'hypocrisie, à la diffamation de ce soi-disant génocide, ce qui, dans son cas, est un peu fort, parce qu'on sait qu'en coulisses, il soutient les efforts d'Israël pour éliminer le Hamas, mais Al-Sisi joue un double jeu. C'est-à-dire même si l'Égypte est une dictature, il a quand même un pays de 100 millions d'habitants, avec une force pression sur lui de l'opinion publique, même si c'est pas l'opinion publique des pays démocratiques. Donc il joue la carte publique anti-israélienne, mais en coulisses, il coopère avec Israël pour lutter non seulement contre les forces djihadistes dans la péninsule du Sinaï, mais également pour mettre fin au Hamas, parce que lui, il veut que le Hamas soit complètement éliminé. Donc il faut bien distinguer entre les déclarations publiques de Al-Sisi et ce qui se passe sur le terrain et en coulisses entre Israël et l'Égypte. Alors, il y a aussi cette ambiguïté du Caire, puisque si le Caire affirme qu'il y a un génocide dans la bande de Gaza, c'est une chose, mais il n'ouvre pas pour autant les portes de l'Égypte aux Palestiniens. Alors cela rajoute à l'hypocrisie de Al-Sisi, puisque je vous rappelle qu'entre 1949 et 1967, c'était l'Égypte qui contrôlait la bande de Gaza. Et puis, l'Égypte n'en a pas voulu au moment des accords de Camp David de 1979. La seule façon aujourd'hui de soulager la crise humanitaire dans la bande de Gaza, c'est d'ouvrir la seule frontière terrestre avec un État arabe frère, qui est l'Égypte, qui a un territoire immense et quasiment vide dans la péninsule du Sinaï. Il est complètement inhumain et même cruel de la part de l'Égypte de laisser cette frontière complètement fermée. Il est évident qu'Israël ne va pas recevoir les Gazaouis sur son territoire. On a vu ce que ça donnait le 7 octobre. Non pas qu'Israël s'est déporté volontaire, évidemment. Donc la seule solution, entre guillemets, c'est de réouvrir la frontière qui aujourd'hui est véritablement hermétique entre la bande de Gaza et l'Égypte. Malheureusement, jusqu'à présent, les États-Unis, le président Trump n'a pas réussi à faire suffisamment pression sur Al-Sisi pour ouvrir cette frontière. Mais vous remarquerez l'hypocrisie des pays arabes en général, qui parlent toujours d'envoyer les réfugiés du Proche-Orient en Europe ou ailleurs, mais surtout pas chez eux, surtout pas à Dubaï, surtout pas dans les Émirats arabes unis, surtout pas au Qatar, ça non. Pareil avec l'Égypte. L'Égypte devrait intégrer une partie de la population gazaoui avec laquelle elle n'a aucune différence linguistique, religieuse ou ethnique. Mais là encore, cela confirme ce double jeu de Al-Sisi. Alors, on voit de plus en plus de pays finalement suivre. On va parler de la France, notamment, donc suivre cette impulsion donnée par Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien au mois de septembre, au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. On sait que Donald Trump, lui, n'est pas du tout dans cette direction-là, pas pour l'instant en tout cas, et que beaucoup passent aussi par la Maison Blanche. Est-ce que ces pays-là ne craignent pas justement le courroux du président américain, alors que lui ne soutient pas cette solution? D'abord, il n'est pas le seul au sein du monde occidental, puisqu'on sait que beaucoup de gouvernements européens en Europe de l'Est, l'Allemagne également, l'Italie et même le Japon au sein du G7 ne soutiennent pas cette initiative de la France. Alors c'est vrai que Macron a été suivi par le Canada et la Grande-Bretagne, mais n'oubliez pas que ce sont deux pays qui ont des gouvernements très à gauche aujourd'hui. Et donc il y a aussi une opinion publique qui doit servir. C'est essentiellement l'électorat arabo-musulman dans ces deux pays. Donc Macron n'est pas aussi suivi que cela. Et puis, effectivement, le président américain était très clair sur le fait que cela va à l'encontre non seulement de la position des États-Unis, mais à l'encontre de la logique, puisque comme il l'a dit lui-même, comme même les dirigeants de Hamas l'ont dit eux-mêmes, les dirigeants de Hamas ont salué l'initiative de la France comme une victoire diplomatique. C'est eux qui le disent. Alors quand Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, disent « Mais non, c'est une défaite pour le Hamas, parce qu'en fait, le Hamas s'oppose à une solution de deux États. » Et alors, le Hamas lui-même dit que c'est une victoire diplomatique. Donc les choses ne peuvent pas être plus claires. Donc je pense que la France se fourvoie, mais malheureusement, elle a entraîné avec elle d'autres gouvernements de gauche au sein du G7, mais le monde occidental reste tout de même divisé sur cette question. Et puis n'oublions pas surtout
que cette reconnaissance n'aura aucune application réelle sur le terrain. Et donc cela, c'est vrai qu'à court terme, la France peut dire, vous voyez, on est suivi par, on va dire, 2 ou 3 gouvernements, mais dans les faits, cela ne va faire que confirmer son impuissance diplomatique quand arrivera le mois de septembre. Une dernière question, elle concerne l'ONU. Aujourd'hui, ce soir, il va y avoir une réunion, l'une des premières, l'une des seules depuis 2 ans, consacrée à la situation des otages. C'est une victoire diplomatique d'Israël ? D'abord, ça montre qu'il faut être proactif et pas réactif. Et donc, je pense que Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères, a très bien fait d'initier cela. Parce que c'est vrai qu'à l'ONU, il y a une majorité de pays qui sont contre Israël, il faut bien le dire. Mais on ne peut pas se contenter à chaque fois de se plaindre et de dire l'ONU, l'ONU, l'ONU. Oui, c'est vrai, mais on peut initier. Et c'est ce qui a été fait. C'est de dire, eh bien, il y a une situation tragique, parlons-en. Grâce à nos alliés au Conseil de sécurité, pour enfin utiliser cette organisation qui avait été créée avec de très bonnes intentions par les alliés après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui, avec le temps, a été prise en otage par les pires dictatures du monde et leurs alliés. Donc, il faut initier. Je me réjouis du fait que Gideon Sa'ar, le ministre des Affaires étrangères, a pris cette initiative. Ça montre bien que Israël doit passer de la défensive à l'offensive en diplomatie. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. C'est toujours passionnant de vous avoir avec nous.